Maman a la démence. Nous allons demander l'interdiction et tout partager. C'est cette phrase que j'ai entendue ce soir-là, prononcée par mon propre frère dans le salon de la maison familiale. Une phrase qui a tout changé. Une phrase qui m'a glacé le sang alors que je me tenais dans le jardin, mon téléphone portable tremblant dans ma main. Elle ne s'en rendra même pas compte, a ajouté ma sœur avec un rire léger. 3 jours plus tard, j'étais au tribunal. Mais laissez-moi revenir en arrière. Je m'appelle Théomira Rochebonne. J'ai 60 ans. Et voici l'histoire que je n'ai jamais racontée à personne, jusqu'à aujourd'hui. Il y a 1 an, j'étais encore cette femme qui croyait en sa famille, qui pensait que le sang créait des liens indestructibles, qui imaginait que mes frères et sœurs partageaient les mêmes valeurs que moi. Comme j'avais tort. Tout a commencé par une simple visite chez maman, Xiomara, ma mère. 81 ans à l'époque, vive, élégante, avec ce regard perçant qui ne manquait jamais rien. Elle vivait seule dans la grande maison familiale de Neuilly-sur-Seine, celle où nous avions grandi tous les 3, Manuel, Ursula et moi. Manuel, l'aîné. 59 ans alors, avocat prospère, costume sur mesure, montre suisse au poignet. Toujours le premier à parler, le dernier à écouter. Ursula, la cadette avant moi. 57 ans, mariée à un banquier, 2 enfants déjà adultes, et cette façon particulière de sourire quand elle voulait quelque chose. Et moi, Théomira, la petite dernière, 59 ans à ce moment-là, célibataire, professeure de littérature à la retraite, celle qui passait tous les dimanches avec maman, celle qui l'emmenait au marché, celle qui restait pour le thé, celle qu'ils avaient sous-estimée. Ce soir-là, c'était un jeudi de novembre, il y a exactement 1 an. Je devais dîner avec maman. J'étais arrivée en avance, comme toujours. J'avais garé ma voiture dans l'allée et j'avais remarqué celle de Manuel, puis celle d'Ursula. Une réunion de famille impromptue, sans me prévenir. Quelque chose dans mon ventre s'est tordu. J'ai contourné la maison par le jardin, comme je le faisais depuis l'enfance. Les rosiers de maman étaient encore en fleurs malgré le froid. Je me souviens de l'odeur, cette fragrance douce et poivrée qui m'avait toujours rassurée. Mais ce soir-là, rien ne pouvait me rassurer. Les voix venèrent du salon. La fenêtre était entr'ouverte. Je me suis approchée, pas pour espionner. Du moins, c'est ce que je me suis dit. Mais parce que j'entendais mon prénom. Théomira ne posera pas de problème, disait Ursula. Elle est trop sentimentale, trop attachée à maman. Elle suivra ce qu'on décidera. Mon cœur a commencé à battre plus fort. De toute façon, a répondu Manuel avec cette assurance qui m'avait toujours irritée, nous sommes 2 contre 1. Si elle s'oppose, elle sera minoritaire. 2 contre 1. Comme si j'étais déjà effacée. Comme si mon avis ne comptait pas. J'ai sorti mon téléphone portable. Mes mains tremblaient. J'ai activé l'enregistrement audio. Je ne sais même pas pourquoi j'ai eu ce réflexe. Peut-être parce qu'une partie de moi savait déjà ce qui allait suivre. Et puis, j'ai entendu les mots qui ont tout détruit. « Maman a la démence », a dit Manuel. J'ai parlé avec un médecin. Il me fera un certificat. Nous demandons l'interdiction judiciaire et nous partageons tout. La maison, les comptes, les placements. Avant qu'elle ne dilapide tout ou qu'elle ne change son testament. Ma mère lucide, brillante, qui lisait encore 2 livres par semaine, qui gérait ses comptes elle-même, qui me corrigeait encore quand je faisais une faute de grammaire. Il voulait la déclarer folle. Elle ne s'en rendra même pas compte, a ajouté Ursula avec un petit rire. Ce rire que je n'oublierai jamais. Je suis restée là, dans le jardin, pendant encore 10 minutes. Ils ont parlé d'argent, de notaire, de stratégie, de la façon dont ils allaient gérer maman. Comme si elle était un problème à résoudre. Comme si elle n'était plus une personne. Mon téléphone a tout enregistré. Chaque mot, chaque silence, chaque trahison. Quand ils sont enfin sortis de la maison, j'étais déjà partie. J'ai roulé pendant 1 heure sans savoir où j'allais. J'ai pleuré, j'ai crié, j'ai frappé le volant de mes poings. Et puis, je me suis calmée, j'ai réfléchi et j'ai compris ce que je devais faire. 3 jours plus tard, nous étions tous convoqués chez le notaire. Enfin, c'est ce que Manuel nous avait dit. En réalité, c'était lui qui avait organisé cette réunion, présentée comme une simple mise à jour des affaires de maman. Maman était là, droite sur sa chaise, son sac à main Hermès posé sur ses genoux. Elle portait son tailleur beige, celui qu'elle réservait aux occasions importantes.
Elle ne savait pas ce qui l'attendait. Moi non plus, d'ailleurs. Pas vraiment. Manuel a commencé son discours. Ursula acquiesçait. Il parlait de protection, de sécurité, de soulager maman du poids de la gestion. Des mots doux, des mots venimeux. Je les ai laissés parler. J'ai attendu le bon moment. Et puis, j'ai dit simplement, « J'ai quelque chose à vous montrer ». J'ai sorti mon téléphone. J'ai appuyé sur lecture. Maman a la démence. Nous allons demander l'interdiction et tout partager. Le silence qui a suivi était assourdissant. Maman a tourné son regard vers Manuel, puis vers Ursula. Et dans ses yeux, j'ai vu quelque chose se briser. Pas sa force, pas sa lucidité, sa confiance. Manuel est devenu livide. Ursula a ouvert la bouche, mais aucun son n'en est sorti. Et moi, Théomira, la petite dernière, celle qu'ils avaient sous-estimée, j'ai dit d'une voix que je ne me connaissais pas, « Dans 3 jours, nous serons au tribunal, et tout le monde entendra ceci. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. Pour comprendre ce qui s'est brisé ce soir-là dans le jardin, il faut que je vous parle de ce que nous avons été, de ce que j'ai cru que nous étions. La maison de Neuilly, 3 étages, façade haussmannienne, balcon en fer forgé. Papa l'avait acheté dans les années 70, quand il était encore jeune médecin. Maman l'avait transformé en foyer. Pas simplement une maison, un univers. Je me souviens des dimanches, toujours les dimanches. Maman préparait son pot-au-feu dès le samedi soir. L'odeur montait dans toute la maison. Manuel arrivait avec sa femme et ses enfants. Ursula avec les siens. Et moi, seule, mais jamais vraiment seule, parce que maman me gardait toujours une place à sa droite. « Mathéo », disait-elle. C'était son surnom pour moi. Ma petite Théo. Papa est mort il y a 15 ans. Un infarctus brutal. 68 ans. Trop tôt. Trop rapide. Ce jour-là, nous nous sommes tous tenus autour de maman. Nous avons juré de la protéger, de ne jamais la laisser seule, de maintenir la famille unie. Manuel avait 48 ans à l'époque. Il avait prononcé un discours aux funérailles. Beau, émouvant, sur la famille, le devoir, l'amour filial. Je l'avais cru, nous l'avions tous cru. Après la mort de papa, maman est devenue encore plus importante pour nous. Elle était le pilier. Le cœur battant de la famille, celle qui organisait les anniversaires, qui n'oubliait jamais une date, qui gardait dans sa mémoire chaque détail de nos vies. Pendant des années, tout a continué comme avant. Les dimanches, les fêtes, les vacances d'été à Deauville, dans la maison secondaire que papa avait laissée. Mais quelque chose a changé il y a 5 ans. Maman a commencé à parler de son testament. C'était l'été. Nous étions tous sur la terrasse à Deauville. Le soleil se couchait sur la mer. Maman sirotait son thé à la menthe. Elle en buvait toujours en fin d'après-midi. « J'ai rendez-vous avec le notaire en septembre », a-t-elle dit tranquillement. « Je veux mettre mes affaires en ordre. À mon âge, il faut être réaliste. » Elle avait 77 ans alors, en parfaite santé. Manuel a levé les yeux de son journal. « Maman, tu es en pleine forme. Pourquoi parler de ça maintenant ?»« Justement », a répondu maman avec ce petit sourire qu'elle avait. « C'est maintenant qu'il faut le faire. Quand on a toute sa tête. » Toute sa tête. Ces mots allaient me hanter des années plus tard. Ursula a posé sa tasse un peu trop brusquement. « Et qu'est-ce que tu comptes faire exactement ?» Maman a haussé les épaules. « Diviser équitablement. La maison, les comptes, les placements. Vous êtes mes 3 enfants. Vous aurez chacun 1/3. 1/3. Égal. Juste. » Mais j'ai vu quelque chose passer dans le regard de Manuel. Quelque chose que je n'ai pas su identifier sur le moment. De la déception? Du calcul? Et la maison de Deauville? A demandé Ursula. Pareil, a dit maman. Soit vous la vendez et vous partagez, soit l'un de vous rachète les parts des autres. Ce sera à vous de décider. Elle parlait comme si c'était simple, comme si l'argent ne changeait jamais les gens, comme si nous resterions toujours la famille unie que nous prétendions être. Les mois ont passé. Maman a effectivement rencontré le notaire. Elle a mis ses affaires en ordre, comme elle l'avait dit. Testament clair, compte transparent, tout organisé avec cette précision qui la caractérisait. Mais à partir de ce moment-là, j'ai remarqué des petits changements. Manuel venait moins souvent le dimanche. Toujours une bonne excuse.
Un dossier urgent, un client important, un voyage professionnel. Ursula aussi. Les enfants ont des activités, disait-elle. Tu comprends, maman? Maman comprenait. Maman comprenait toujours. Mais moi, je voyais son regard quand elle mettait la table pour 5 personnes et que seules 2 chaises étaient occupées. Moi et elle. Ils sont occupés, me disait-elle. C'est normal. Ils ont leur vie. Mais dans sa voix, il y avait quelque chose. Une fêlure. Une tristesse qu'elle cachait derrière son thé et ses sourires. Il y a 2 ans, maman est tombée dans l'escalier. Rien de grave. Une cheville foulée. Mais elle avait 80 ans. On ne tombe pas impunément à cet âge-là. J'étais celle qui l'a trouvée. J'arrivais pour le thé du dimanche. Je l'ai entendue appeler faiblement depuis le palier du premier étage. Théo, Mathéo. J'ai monté les marches 4 à 4. Elle était assise, le dos contre le mur, tenant sa cheville. Pas de larmes, pas de panique, juste cette douleur silencieuse dans ses yeux. « Depuis combien de temps es-tu là » ai-je demandé. « 1 heure, a-t-elle dit simplement. Peut-être 2, je ne voulais pas déranger. Ne pas déranger. Ma mère, seule, blessée, qui attendait depuis 2 heures parce qu'elle ne voulait pas déranger. J'ai appelé les urgences, puis j'ai appelé Manuel et Ursula. Manuel est arrivé 3 heures plus tard. J'étais en réunion. Ursula n'est venue que le lendemain. J'étais à un dîner important. Mais moi, j'étais là. Comme toujours. C'est après cet incident que les choses ont vraiment changé. Manuel a commencé à suggérer que maman était fragile, qu'elle avait besoin de aide, qu'elle ne devrait peut-être plus vivre seule. Une aide à domicile, proposait-il. Ou mieux, une résidence pour seniors, un endroit sécurisé. Maman refusait catégoriquement. Je suis chez moi, je ne suis pas sénile, j'ai juste trébuché. Mais Manuel insistait. Ursula aussi. Ils en parlaient comme si maman n'était pas là, comme si elle était déjà incapable de décider pour elle-même. Et moi, je regardais tout cela avec un malaise grandissant. Quelque chose ne tournait pas rond. Quelque chose était en train de se tisser dans l'ombre. Il y a 1 an et demi, maman m'a montré une petite boîte en bois laqué. Elle était posée sur sa commode, à côté d'une photo ancienne de papa. « Tu vois cette boîte, Théo » J'ai hoché la tête. Dedans, il y a mon testament. Une copie, en tout cas. Et tous mes papiers importants. Si jamais il m'arrive quelque chose, tu sauras où chercher. « Maman, pourquoi me dis-tu ça » Elle a souri. Un sourire triste. Un sourire qui savait. « Parce que je te fais confiance. Je te fais confiance. » 3 mots simples. 3 mots qui allaient tout changer. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Les 6 mois qui ont suivi ont été étranges. Manuel et Ursula sont devenus soudainement très présents. Trop présents. Ils venaient de voir maman plusieurs fois par semaine. Ils l'appelaient tous les jours. Ils s'inquiétaient de sa santé, de ses finances, de sa solitude. Au début, j'ai pensé que la chute les avait réveillés, que la peur de la perdre les avait ramenés à la raison, que peut-être, finalement, nous redevenions une vraie famille. Comme j'étais naïve. C'était un mardi après-midi, il y a 1 an et 3 mois. Je me souviens de la date exactement, parce que c'était le jour de l'anniversaire de papa. Maman organisait toujours un petit déjeuner en sa mémoire. J'étais arrivée avec des croissants de la boulangerie qu'il aimait. Maman avait mis la table dans le petit salon, celui qui donnait sur le jardin. Son service en porcelaine de Limoges. Les tasses qu'elle réservait aux occasions spéciales. Nous étions en train de nous souvenir de lui, de sa façon de rire, de ses manies, de son amour pour le jazz, quand la sonnette a retenti. Manuel. Il n'était pas invité. Il ne savait même pas que nous faisions ce petit rituel chaque année. « Je passais dans le quartier », a-t-il dit en entrant. « Je me suis dit que je viendrais voir maman. » Il a embrassé maman sur les 2 joues. Puis il s'est assis, sans être invité, sans remarquer, ou sans vouloir remarquer, que nous étions en train de partager quelque chose d'intime. Et puis, il a commencé à parler, de l'état de la maison, des réparations nécessaires, du jardin qui demandait trop d'entretien, des escaliers qui étaient dangereux pour une personne de son âge. « Tu devrais vraiment envisager de vendre, maman, » a-t-il dit. « Une maison plus petite, un appartement de plein pied, ce serait tellement plus simple. » Maman a posé sa tasse. « Je ne veux pas vendre. » « Mais sois raisonnable, » a insisté Manuel. « Tu as 81 ans. Cette maison est trop grande,
trop lourde à gérer. C'est ma maison, a répondu maman calmement. J'y ai vécu 45 ans. J'y ai élevé mes enfants. J'y ai été heureuse. Je ne partirai pas. Manuel a soupiré. Ce soupir condescendant que je commençais à détester. Nous en reparlerons, a-t-il dit. Nous en reparlerons. Comme si la vie de maman n'était qu'une opinion parmi d'autres. Comme si sa volonté pouvait être négociée. 2 semaines plus tard, Ursula a débarqué avec une surprise. Un homme en costume. La cinquantaine, sourire commercial, mallette en cuir. « Maman, je te présente Monsieur Garnier. Il est conseiller patrimonial. Je lui ai demandé de venir te voir pour t'aider à optimiser tes placements. » Maman a froncé les sourcils. « Je n'ai pas besoin d'aide. Mon banquier s'occupe de tout depuis des années. »« Justement, » a dit Ursula en s'asseyant près d'elle. « Tu pourrais avoir de meilleurs rendements. Monsieur Garnier va tout expliquer. » J'étais là, ce jour-là aussi. J'observais la scène avec un malaise croissant. L'homme a sorti des documents, des graphiques, des chiffres. Il parlait de diversification, de produits structurés, de transmission optimisée. Maman écoutait poliment. Puis elle a dit simplement « Merci, monsieur, mais je ne suis pas intéressée. » Le sourire de monsieur Garnier s'est figé, celui d'Ursula aussi. « Maman, tu ne comprends pas, » a insisté ma sœur. « Il faut penser à l'avenir, à nous, à ce que tu vas nous laisser, à ce que tu vas nous laisser. » Elle l'avait dit, tout haut, sans honte. Maman s'est levée. « Justement, Ursula, c'est moi qui décide ce que je laisse. Et à qui ?» Elle a raccompagné monsieur Garnier à la porte. Ursula est partie peu après, vexée. Moi, je suis restée. « Ils deviennent insistants, » a dit maman une fois que nous étions seuls. Nous étions dans la cuisine. Elle préparait du thé, comme toujours. Ses mains tremblaient légèrement. « Depuis quand ?» ai-je demandé. « Depuis que j'ai refusé de leur prêter de l'argent. » Je me suis figée. « Quoi ?» Maman a versé l'eau chaude dans la théière. « Il y a 6 mois, Manuel était venu me voir. Il avait besoin de liquidités pour son cabinet. 100 000 €. Il m'a dit que c'était temporaire, qu'il me rembourserait. Et tu as refusé ? J'ai refusé. Elle a posé la théière sur la table et s'est assise en face de moi. Ton père m'a toujours dit, ne mélange jamais l'argent et la famille. Quand tu prêtes, tu ne récupères jamais ni l'argent ni la relation. Alors j'ai dit non. Comment a-t-il réagi ? Maman a souri tristement. Il est parti sans dire au revoir. Pendant 3 semaines, il n'a pas donné de nouvelles. Et puis soudainement, il est revenu. Souriant, prévenant, comme si de rien n'était. Et Ursula ? Pareil. Elle voulait que je finance l'appartement de son fils aîné. 80 000 €. J'ai dit non. Elle aussi a disparu pendant 1 mois. Et puis elle est revenue. J'ai compris. Ils n'étaient pas revenus par amour. Ils étaient revenus par calcul. « Théo, » m'a dit maman en prenant ma main, « je veux que tu saches quelque chose. Tout est en ordre. Mon testament est clair. Vous aurez chacun votre part. Mais je ne céderai à aucune pression. Tant que je vivrai, je déciderai de ma vie. Je sais, maman. Et s'il m'arrive quelque chose, il ne t'arrivera rien, l'ai-je interrompu. Mais elle a secoué la tête. Écoute-moi. S'il m'arrive quelque chose, promets-moi de veiller. Promets-moi de ne pas les laisser raconter n'importe quoi sur moi. Raconter quoi ? Elle a hésité, puis elle a dit, très doucement, qu'ils ne disent pas que je ne savais plus ce que je faisais, qu'ils ne disent pas que j'étais folle. Un frisson m'a parcouru l'échine. Pourquoi diraient-ils ça ? Maman a regardé par la fenêtre, vers le jardin où les rosiers perdèrent leurs dernières fleurs. Parce que c'est la seule façon de prendre le contrôle avant ma mort. Mais, sur le moment, je n'ai pas compris. Je me suis dit que maman était fatiguée, que l'âge la rendait méfiante, que Manuel et Ursula, malgré leurs défauts, n'iraient jamais jusque-là. Mais 3 mois plus tard, dans ce jardin, avec mon téléphone dans ma main tremblante, j'ai compris que maman avait vu juste. Elle avait toujours vu juste. Maman a la démence. Nous allons demander l'interdiction et tout partager. Ces mots n'étaient moi pas improvisés. Ils étaient que le résultat d'un plan, d'un calcul, d'une trahison minutieusement préparée. Et moi, la petite Théo, celle qui venait prendre le thé tous les dimanches, j'étais la seule personne qui se tenait encore entre eux et l'argent qu'ils convoitaient. La seule personne qu'ils n'avaient pas vu venir. Ce soir de novembre, il y a 1 an, quand j'ai quitté le jardin avec mon téléphone et cette preuve accablante dans ma poche, j'ai roulé sans destination précise.
Mes mains tremblaient sur le volant. Mon cœur battait si fort que je l'entendais dans mes oreilles. Maman a la démence. Cette phrase tournait en boucle dans ma tête, comme un disque rayé, comme un cauchemar dont on ne se réveille pas. Je me suis garé près du bois de Boulogne. Il était presque 21 heures. Les allées étaient désertes. J'ai coupé le moteur et je suis resté là, dans le noir, à regarder les arbres se découper contre le ciel. Et puis j'ai pleuré. Pas des larmes silencieuses. Des sanglots qui venèrent du ventre, de la colère, de la trahison, de la peur, de la honte aussi. Honte d'avoir été si aveugle. Honte d'avoir cru que le sang protégeait de tout. Honte d'avoir pensé que nous étions différents, meilleurs, unis. J'ai dû rester 1 heure dans cette voiture, peut-être 2. Le temps n'avait plus de sens. Et puis, lentement, quelque chose s'est solidifié en moi. Une décision. J'ai sorti mon téléphone. J'ai réécouté l'enregistrement. 1 fois, 2 fois, 3 fois. Chaque mot était clair. Chaque intention était évidente. Il n'y avait aucune ambiguïté possible. Ce n'était pas une conversation anodine. Ce n'était pas une inquiétude légitime pour la santé de maman. C'était un complot. Le lendemain matin, j'ai appelé mon amie Juliette. Nous nous connaissions depuis l'université. Elle était devenue avocate spécialisée en droit de la famille, une des meilleures de Paris. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret du Marais. Elle a commandé 2 expressos. Moi, je n'ai pas touché au mien. Juliette, j'ai besoin de ton aide, pas en tant qu'amie, en tant qu'avocate. Elle a posé sa tasse. Raconte-moi. Alors je lui ai tout raconté. Les visites soudaines de Manuel et Ursula, les demandes d'argent refusées, les pressions sur maman, et enfin, l'enregistrement. Je lui ai fait écouter. Son visage est resté impassible pendant toute la durée de l'audio. Mais j'ai vu sa mâchoire se serrer, ses doigts se crisper sur la table. Quand l'enregistrement s'est terminé, elle a dit simplement « C'est grave, Théo. Très grave. Je sais. » « Non, a-t-elle insisté. Tu ne comprends pas. Ce qu'ils projettent de faire, c'est une tentative d'abus de faiblesse. Si jamais ils obtiennent une interdiction judiciaire sur base de faux certificats médicaux, ta mère perdra tous ses droits. Elle ne pourra plus gérer son argent, vendre, acheter, décider de quoi que ce soit. Elle deviendra juridiquement incapable. Mais elle est parfaitement lucide. Je le sais, toi aussi. Mais devant un tribunal, il suffit d'un certificat médical, d'un avocat convaincant et de l'apparence d'une famille inquiète. Les juges voient des dizaines de cas par semaine. Ils n'ont pas le temps de creuser. S'ils obtiennent l'interdiction, il sera très difficile de la faire annuler. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que je peux faire? Juliette a réfléchi quelques instants. Puis elle a dit « Tu as un enregistrement. C'est ton atout. Mais il faut agir vite, avant qu'ils ne déposent officiellement leur demande au tribunal. » Comment? Nous allons les prendre de vitesse. Nous allons convoquer une réunion familiale, officielle, chez un notaire. Tu vas leur annoncer que tu as des preuves de leur plan, et tu vas les mettre face à leurs responsabilités. Et s'ils nient? Ils nieront, c'est certain. Mais ce qui compte, c'est que tout soit documenté, que le notaire soit témoin. Et surtout, que ta mère soit présente et démontre sa parfaite lucidité. Elle a sorti un carnet et a commencé à prendre des notes. Il faut aussi faire examiner ta mère par un médecin indépendant, un psychiatre ou un gériatre reconnu, quelqu'un qui pourra attester par écrit qu'elle n'a aucun signe de démence. Manuel a dit qu'il avait déjà un médecin prêt à faire un certificat. Juliette a levé les yeux vers moi. Un médecin complice. Ça arrive plus souvent qu'on ne le croit. Quelques centaines d'euros, une consultation de complaisance, et voilà. C'est pour ça qu'il nous faut une contre-expertise irréprochable. Nous avons passé 3 heures ensemble ce matin-là. Juliette a tout organisé. Elle a contacté un notaire qu'elle connaissait. Elle a pris rendez-vous avec le docteur Lemoine, un psychiatre réputé spécialisé dans les personnes âgées. « Il faut que tu parles à ta mère », m'a dit Juliette avant de partir. « Il faut qu'elle sache ce qui se trame. Et il faut qu'elle soit d'accord pour se battre. Elle sera d'accord. Tu en es sûre ?» J'ai hésité. Puis j'ai repensé à cette phrase que maman m'avait dite dans sa cuisine. « Promets-moi de ne pas les laisser raconter n'importe quoi sur moi. Promets-moi qu'ils ne disent pas que j'étais folle. »« Oui, » ai-je répondu. « Elle sera d'accord. » Le soir même, je suis retournée chez maman. Elle était dans le salon, en train de lire. Un livre de Marguerite Yourcenar.
Elle lisait toujours avant de se coucher. « Théo ?» Elle a été surprise de me voir. « Tu n'es pas venu cet après-midi. Je me suis inquiétée. »« Je sais, maman. Il fallait que je m'occupe de quelque chose. » Je me suis assise près d'elle. J'ai pris sa main. « Maman, il faut que je te parle. C'est important. » Elle a posé son livre. Elle a vu mon visage. Et elle a compris que quelque chose de grave était arrivé. « Dis-moi. » Alors je lui ai tout raconté. La conversation que j'avais surprise, l'enregistrement, le plan de Manuel et Ursula, la demande d'interdiction. Elle m'a écouté sans m'interrompre. Son visage ne trahissait aucune émotion, mais j'ai vu ses mains se crisper sur le livre. Quand j'ai terminé, il y a eu un long silence. Puis maman a dit, d'une voix très calme, « Je savais qu'ils étaient capables de beaucoup de choses, mais pas de ça. Je suis désolée, maman. » Elle a secoué la tête. « Ne sois pas désolée. Tu m'as protégée. Tu m'as prévenue. Grâce à toi, je peux me défendre. » Juliette a organisé une réunion chez le notaire. Dans 3 jours, nous allons les affronter. Maman a hoché la tête. « Bien. Et il faudra que tu voies un psychiatre pour prouver que tu es parfaitement lucide. » Aucun problème. Elle s'est levée. Elle est allée jusqu'à la fenêtre. Elle a regardé le jardin plongé dans l'obscurité. « Tu sais, Théo, j'ai élevé 3 enfants. Je leur ai tout donné. L'amour, l'éducation, la sécurité. J'ai cru qu'en retour, ils me donneraient au moins du respect. » Sa voix tremblait légèrement. « Mais l'argent change les gens, même ceux qu'on aime. Surtout ceux qu'on aime. » Elle s'est retournée vers moi. « Ils vont être surpris dans 3 jours. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place ? » Le lendemain matin, nous avions rendez-vous avec le docteur Lemoine. Son cabinet se trouvait dans le 16e arrondissement, dans un immeuble ancien avec une cour intérieure pavée. Tout était calme, discret, rassurant. Maman portait son tailleur bleu marine, celui qu'elle mettait pour les occasions importantes. Elle s'était coiffée avec soin. Elle avait mis son parfum, Chalimard de Guerlain, qu'elle portait depuis 40 ans. Dans la salle d'attente, je l'ai regardée, droite sur sa chaise, les mains posées sur son sac, le regard clair. Elle avait 81 ans, mais elle était plus lucide que la plupart des gens de 50 ans. Comment pouvait-il oser prétendre qu'elle avait la démence ? Le docteur Lemoine nous a reçus dans son bureau. Un homme d'une 60aine d'années, cheveux gris, lunettes fines, regard bienveillant mais professionnel. « Madame Rochebonne », a-t-il dit en serrant la main de maman. « Je suis content de vous rencontrer. »« Moi de même, docteur », a répondu maman avec ce sourire poli qu'elle réservait aux étrangers. Il s'est tourné vers moi. Maître Dufresne m'a expliqué la situation. Je comprends que c'est délicat. C'est le mot, ai-je dit. Bien. Alors commençons, si vous le voulez bien. Madame Rochebonne, cet entretien va durer environ 1 heure. Je vais vous poser des questions sur votre vie, votre mémoire, votre capacité de raisonnement. Il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Soyez simplement vous-même. Maman a hoché la tête. Je comprends. J'ai assisté à toute la consultation. Le docteur Lemoine a été méthodique, patient, respectueux. Il a commencé par des questions simples. Quelle est la date d'aujourd'hui ? Nous sommes le jeudi 23 novembre 2023, a répondu maman sans hésiter. Où sommes-nous ? Dans votre cabinet, 16e arrondissement de Paris, au 3e étage du 18 rue Spontini. Ah, pouvez-vous me dire ce que vous avez fait hier ? Maman a souri. J'ai lu le journal le matin, Le Figaro, comme tous les jours. Ensuite, j'ai fait une promenade au marché de Neuilly. J'ai acheté des endives et du poulet fermier. L'après-midi, j'ai lu un chapitre de Mémoires d'Adrien. C'est la 3e fois que je le relis. Et le soir, ma fille Théomira est venue me voir. Nous avons parlé, longuement. Elle n'a pas mentionné le contenu de notre conversation. Elle est restée factuelle. Le docteur Lemoine prenait des notes. Puis, il est passé aux questions plus complexes. Pouvez-vous me parler de votre situation financière ? Qui gère vos comptes ? Je gère mes comptes moi-même, a dit maman. J'ai 3 comptes bancaires, un compte courant au Crédit Lyonnais, un livret A et un compte titre pour mes placements. Je consulte mes relevés chaque mois. Je paie mes factures en ligne depuis 5 ans. Ma fille Théomira m'a appris. Mes impôts sont à jour. Mon dernier bilan patrimonial date de juin dernier. Et votre testament ? Rédigé il y a 5 ans. Déposé chez Maître Béranger, notaire à Neuilly. J'ai prévu de diviser mes biens en 3 parts égales entre mes 3 enfants, Manuel,
Ursula et Théomira. Avez-vous modifié ce testament récemment? Non, et je n'ai pas l'intention de le faire pour l'instant. Le docteur Lemoine a levé les yeux vers elle. Pourquoi précisez-vous pour l'instant? Maman a hésité. Puis elle a dit très calmement, parce que j'ai appris il y a 2 jours que 2 de mes enfants planifient de me faire interdire sous prétexte que je serais atteinte de démence, et que dans ces circonstances, je me réserve le droit de reconsidérer mes dispositions. Il y a eu un silence. Le docteur Lemoine a posé son stylo. C'est une situation difficile. C'est une trahison, docteur. Il a continué son évaluation pendant encore 40 minutes. Des tests de mémoire, des exercices de logique, des questions sur ses capacités à prendre des décisions. Si demain vous tombiez gravement malade, qui voudriez-vous qui prenne les décisions médicales à votre place? Ma fille Théomira, a répondu maman sans hésiter. Elle est la seule en qui j'ai confiance. Et vos autres enfants? Je leur faisais confiance. Plus maintenant. Elle n'a montré aucune émotion en disant cela. Aucune colère, aucune tristesse. Juste une lucidité froide et terrible. À la fin de la consultation, le docteur Lemoine nous a fait asseoir toutes les 2 en face de lui. Madame Rochebonne, je vais être très claire avec vous. Je ne constate aucun signe de démence. Aucun. Votre mémoire est excellente pour votre âge. Votre capacité de raisonnement est intacte. Votre jugement est parfaitement sain. Vous êtes pleinement capable de gérer vos affaires, de prendre des décisions et d'exercer vos droits. Maman a hoché la tête. Merci, docteur. Je vais rédiger un certificat médical détaillé. Il sera à votre disposition dès demain. Et si nécessaire, je suis prêt à témoigner devant un tribunal. Il a marqué une pause. Madame Rochebonne, je vois malheureusement beaucoup de cas similaires. Des familles qui tentent d'abuser de la vulnérabilité supposée d'une personne âgée pour prendre le contrôle de son patrimoine. C'est une forme de violence, et c'est punissable par la loi. Je le sais, docteur. Vous avez de la chance d'avoir une fille comme Théomira. Maman a tourné son regard vers moi. Elle a souri, un sourire triste mais tendre. Je le sais aussi. En sortant du cabinet, nous avons marché un peu dans le quartier. Il faisait froid, un froid sec de novembre. Le ciel était d'un bleu pâle, presque translucide. Maman s'est arrêtée devant la vitrine d'une pâtisserie. « Tu veux une religieuse au café ?» m'a-t-elle demandé. C'était notre rituel d'autrefois. Quand j'étais petite, quand nous faisions les courses ensemble, elle m'achetait toujours une religieuse au café. « D'accord, maman. » Nous sommes entrés. Nous avons commandé. Nous nous sommes assises à une petite table près de la fenêtre. Maman a croqué dans sa pâtisserie. Elle a fermé les yeux, comme pour savourer l'instant. Puis elle a dit « Tu sais, Théo, je ne leur en veux pas vraiment. » Je l'ai regardée, surprise. « Comment peux-tu dire ça? Parce que je les connais. Je les ai élevés. Manuel a toujours eu peur de manquer, même quand nous avions tout. Cette peur le ronge. Ursula a toujours voulu prouver qu'elle valait autant que les autres, qu'elle méritait autant. Ces peurs les ont rendus cupides. Mais au fond, ce ne sont que des enfants effrayés. Des enfants effrayés qui sont prêts à te déclarer folle pour te voler. Maman a posé sa main sur la mienne. Je ne dis pas que je vais leur pardonner facilement. Je dis juste que je comprends. Et que ça me rend encore plus triste. Parce qu'ils auraient pu avoir mon amour. Ils ont préféré mon argent. Nous sommes restés là encore un moment. À manger nos religieuses. À regarder les passants dehors. Et j'ai réalisé quelque chose. Maman n'était pas seulement lucide. Elle était sage. Plus sage que Manuel avec tous ses diplômes. Plus sage qu'Ursula avec toutes ses apparences, et certainement plus sage que moi. Le lendemain, Juliette a reçu le certificat du docteur Lemoine. 5 pages. Précis. Irréfutable. « Nous sommes prêts », m'a-t-elle dit au téléphone. « La réunion chez le notaire est fixée à demain, 15 heures. Ton frère et ta sœur ont confirmé leur présence. Ils ne savent pas pourquoi ils sont convoqués. Ils pensent que c'est pour discuter de l'état de santé de ta mère. Parfait. Théo, tu es sûr de vouloir faire ça? Une fois que tu auras joué cet enregistrement, il n'y aura plus de retour en arrière possible. La famille sera définitivement brisée. » J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin de maman, les rosiers, la table où nous prenions le thé. La famille est déjà brisée, Juliette. Je ne fais que révéler la fissure. Le 24 novembre 2023, à 15 heures précises, nous étions tous réunis dans l'étude de Maître Béranger. Son cabinet se trouvait avenue Victor Hugo, dans un de ces immeubles bourgeois qui sentent le bois ciré et l'argent ancien. Des moulures au plafond,
des bibliothèques en chêne. Un tapis persan usé par les décennies. Maman était arrivée la première, avec moi. Elle portait son tailleur gris perle, ses perles aux oreilles, son sac Hermès. Impeccable. Juliette nous accompagnait. Discrète, professionnelle, un dossier sous le bras. Manuel est arrivé 5 minutes plus tard. Costume anthracite, cravate bordeaux, mallette en cuir. Il a embrassé maman sur les joues. « Maman, tu vas bien ?»« Très bien », a répondu maman. Il m'a regardé. Théo. Manuel. Pas d'embrassade. Juste un hochement de tête. Puis Ursula est entrée. Manteau en cachemire beige, foulard Hermès, lunettes de soleil sur la tête malgré le temps gris. Elle a embrassé maman avec effusion. « Maman chérie, quelle bonne idée cette réunion. Il était temps qu'on parle tous ensemble. » Elle m'a ignoré complètement. Maître Béranger nous a fait asseoir autour de la grande table, en acajou. Il avait une 60aine d'années, des cheveux blancs soigneusement peignés, et cette autorité tranquille que confèrent 40 ans de notariat. « Bien », a-t-il commencé. « Merci d'être venu. Cette réunion a été demandée par Madame Xiomara Rochebonne et sa fille Théomira. » Manuel a froncé les sourcils. « Je croyais que c'était vous qui nous convoquiez. »« Non », a dit simplement le notaire. « C'est une réunion familiale à la demande de vos clientes. » Ursula s'est raidie. « Vos clientes ?» Juliette a souri poliment. « Je représente Madame Rochebonne mère et Mademoiselle Rochebonne fille dans cette affaire. »« Quelle affaire ?» a demandé Manuel d'un ton sec. Le notaire a croisé les mains sur la table. « Votre mère a souhaité vous réunir pour clarifier certaines préoccupations concernant son état de santé et la gestion de son patrimoine. » Il y a eu un silence. Puis Manuel a souri. Ce sourire que je connaissais trop bien. Condescendant. Calculateur. « Justement, maître, c'est exactement de ça que nous voulions parler. Maman vieillit, sa santé se fragilise. Nous pensons qu'il serait prudent de mettre en place une protection juridique. Pour son bien. » Une protection juridique, a répété le notaire. Vous voulez dire une mesure de tutelle ? Ou de curatelle, a ajouté Ursula. Quelque chose qui permette de la protéger, d'éviter qu'elle ne prenne de mauvaises décisions. Maman les regardait, immobile, silencieuse. Moi aussi. De mauvaises décisions, a dit Juliette. Comme par exemple ? Manuel a hésité. Puis il a sorti un papier de sa mallette. J'ai consulté un médecin, le docteur Arnaud. Il estime que maman présente des signes compatibles avec un début de démence. Trouble de la mémoire, confusion, difficulté à gérer le quotidien. Il a posé le papier sur la table. Il est prêt à établir un certificat médical officiel. Juliette a pris le document. Elle l'a lu rapidement. Puis elle a levé les yeux. Le docteur Arnaud. Vous le connaissez personnellement ? C'est un collègue d'un ami, a dit Manuel. Un collègue d'un ami, a répété Juliette. Intéressant. Et ce médecin a-t-il examiné Madame Rochebonne ? Manuel a marqué une hésitation. Pas encore, mais il est prêt à le faire. Ah, donc il n'a jamais vu votre mère, mais il est déjà prêt à certifier qu'elle a la démence. Le ton de Juliette était glacial. Ursula est intervenue. Écoutez, nous sommes inquiets. C'est légitime, non ? Maman vit seule. Elle a 81 ans. Elle refuse toute aide. Il faut être réaliste. Réaliste, a dit maman. C'était le premier mot qu'elle prononçait depuis le début de la réunion. Tous les regards se sont tournés vers elle. Réaliste, a-t-elle répété. Vous voulez être réaliste. Alors soyons réalistes. Elle s'est levée, lentement, avec cette dignité qui la caractérisait. Manuel, Ursula, vous êtes mes enfants. Je vous ai portés, je vous ai élevés. Je vous ai aimés de tout mon cœur. Sa voix tremblait légèrement, mais elle était parfaitement claire. Il y a 6 mois, Manuel, tu m'as demandé 100 000 €. Je t'ai dit non. Tu as disparu pendant 3 semaines. Puis tu es revenu, souriant, prévenant, comme si de rien n'était. Manuel a ouvert la bouche. Maman a levé la main. Ursula, tu m'as demandé 80 000 € pour l'appartement de ton fils. Je t'ai dit non. Tu as disparu pendant 1 mois. Puis tu es revenu, toi aussi. Souriante, prévenante, elle a fait le tour de la table. Elle s'est arrêtée devant eux. Depuis ce jour, vous êtes devenus très présents, très inquiets pour ma santé, pour ma maison, pour ma fragilité. Maman, ce n'est pas, a commencé Ursula. Tais-toi. Le ton était sans appel.
Il y a 3 jours, Théomira vous a entendu. Dans mon salon. Elle était dans le jardin, et elle a tout enregistré. Le silence qui a suivi était assourdissant. Juliette a sorti son téléphone. Elle l'a posé sur la table. « Souhaitez-vous entendre ?» a-t-elle demandé. Manuel était devenu blanc. Ursula aussi. « Ah !» a commencé Manuel. « Ce n'est pas... » « Écoutons » a dit maître Béranger. Juliette a appuyé sur lecture. « Maman a la démence. Nous allons demander l'interdiction et tout partager. Elle ne s'en rendra même pas compte. J'ai parlé avec un médecin, il me fera un certificat. Nous demandons l'interdiction judiciaire et nous partageons tout. La maison, les comptes, les placements, avant qu'elle ne dilapide tout ou qu'elle ne change son testament. » Les voix étaient claires, reconnaissables, indéniables. L'enregistrement a duré 3 minutes. 3 minutes pendant lesquelles Manuel et Ursula se sont décomposés. Quand l'audio s'est arrêté, personne n'a parlé pendant un long moment. Puis, Manuel a dit, d'une voix étranglée, « C'était juste une conversation. On réfléchissait à des options. On ne comptait rien faire. »« Vraiment ?» a dit Juliette. « Alors pourquoi avez-vous contacté un médecin prêt à établir un faux certificat ? Pourquoi êtes-vous ici aujourd'hui en pensant qu'on allait discuter de mesures de protection ?» Manuel a baissé les yeux. Ursula a essayé une dernière fois. « Maman, on voulait juste... »« Me voler » a coupé maman. « Vous vouliez me voler, pendant que je suis encore vivante, parce que vous n'aviez pas la patience d'attendre. » Elle est retournée s'asseoir. Elle a ouvert son sac. Elle a sorti un document. « Voici le certificat du docteur Lemoine, psychiatre spécialisé en gériatrie. Je l'ai consulté il y a 2 jours. Il atteste par écrit que je n'ai aucun signe de démence, que ma lucidité est parfaite, que je suis pleinement capable de gérer mes affaires. » Elle a posé le document sur la table. « Si vous tentez de demander une interdiction, je présenterai ce certificat et l'enregistrement. Et vous serez poursuivi pour tentative d'abus de faiblesse. » Manuel et Ursula étaient effondrés. Maître Béranger a pris la parole. « Madame Rochebonne, souhaitez-vous modifier vos dispositions testamentaires ?» Maman a regardé ses 2 enfants. Longuement. Puis elle a dit « Pas aujourd'hui, mais je me réserve ce droit. » Elle s'est levée. « Cette réunion est terminée. » En sortant de l'étude, maman m'a pris le bras. Nous avons marché en silence jusqu'à la voiture. Une fois à l'intérieur, elle a dit « Je pensais que ça me soulagerait, de les confronter. Mais je me sens juste, vide. » Je lui ai pris la main. « C'est normal, maman. »« Non, Théo, ce n'est pas normal. Rien de tout ça n'est normal. » Elle a regardé par la fenêtre. « J'ai perdu mes enfants aujourd'hui, 2 sur 3, et ils ont perdu bien plus encore. » Les semaines qui ont suivi cette réunion ont été étranges. Manuel et Ursula ont disparu. Pas de coup de fil, pas de visite. Comme s'ils n'avaient jamais existé. Maman a repris sa routine. Le marché le matin, la lecture l'après-midi, le thé à 17 heures, mais il y avait quelque chose de différent dans ses gestes. Une lenteur, une tristesse silencieuse. Un dimanche de décembre, 3 semaines après la confrontation, elle m'a dit « Tu sais Théo, le pire n'est pas qu'ils aient dévolu mon argent. Le pire, c'est qu'ils pensaient que je ne m'en rendrais pas compte. Comme si j'étais déjà morte. » Janvier est arrivé. Puis février. Le silence persistait. Jusqu'à ce jour de mars où Ursula a téléphoné. J'étais chez maman. Nous prenions le thé. Le téléphone a sonné. Maman a regardé l'écran. Elle a hésité, puis elle a décroché. « Oui ?» J'ai entendu la voix d'Ursula, lointaine, tremblante. « Maman, c'est moi. Je sais. Je voulais te parler, te dire... » « Me dire quoi, Ursula ?» Un silence. Puis, que je suis désolée. Maman n'a rien répondu. Manuel et moi, nous avons fait une erreur. Une terrible erreur. Nous ne savions plus ce que nous pensions. L'argent vous a aveuglé, a dit maman calmement. Oui. Il y a eu un long silence. Est-ce que tu peux nous pardonner ? Maman a regardé par la fenêtre. Les rosiers commençaient à bourgeonner. Je ne sais pas, Ursula, pas encore. Les mois ont passé, lentement. Manuel a écrit une lettre, longue, maladroite, pleine de regrets et d'excuses. Maman l'a lue. Elle l'a posée sur la table. Elle n'a pas répondu. Ursula a essayé de venir plusieurs fois. Maman a refusé de la recevoir.
Je ne suis pas prête, me disait-elle. Peut-être un jour, mais pas maintenant. C'est en juin, 7 mois après la confrontation, que quelque chose d'inattendu s'est produit. Maman m'a convoquée chez Maître Béranger, sans explication. Quand je suis arrivée, elle était déjà là, souriante, calme, avec cette lueur dans les yeux que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. « Théo, je vais te dire quelque chose, et je veux que tu m'écoutes jusqu'au bout, sans m'interrompre. »« D'accord, maman. » Elle a pris ma main. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers mois, à ce qui s'est passé, à ce que j'ai ressenti, à ce qui compte vraiment. Elle a marqué une pause. Et j'ai pris une décision. Je vais pardonner à tes frères et sœurs, pas parce qu'ils le méritent, mais parce que je veux être libre, libre de la colère, libre de la rancune, libre du poids de la trahison. Je l'ai regardée, surprise. Mais, maman, laisse-moi finir. Je vais les pardonner. Mais je ne leur donnerai plus rien. Maître Béranger a ouvert un dossier. Madame Rochebonne a modifié son testament, a-t-il dit. Elle souhaite vous en informer. Maman a hoché la tête. J'ai tout donné. La maison de Neuilly, la maison de Deauville, mes placements, mes comptes, tout. Mon cœur s'est arrêté. À des institutions d'aide aux personnes âgées, la Fondation de France, les petits frères des pauvres, la Croix-Rouge, des associations qui protègent ceux que leurs familles ont abandonnés. Elle a souri. Manuel et Ursula auront leur liberté, celle qu'ils voulaient tant. La liberté de ne plus avoir à s'occuper de moi, de ne plus avoir à faire semblant. Et moi, ai-je murmuré. Maman a serré ma main. Toi, Mathéo, tu as déjà tout. Mon amour, ma confiance, ma reconnaissance. Et surtout, tu as quelque chose que l'argent ne peut pas acheter, la certitude d'avoir été aimé, vraiment aimé. La nouvelle a éclaté comme une bombe. Maître Béranger a convoqué Manuel et Ursula en juillet 2024 pour leur notifier officiellement la modification du testament. Je n'étais pas là. Mais Juliette m'a tout raconté. Manuel est devenu livide. Ursula a pleuré. Ils ont supplié, argumenté, menacé même de contester. Sur quelle base ? A demandé le notaire. Votre mère est parfaitement lucide. Le docteur Lemoine l'a certifié. Elle a le droit absolu de disposer de ses biens comme elle l'entend. Ils sont partis effondrés. Ursula a téléphoné à maman le soir même. Je l'ai su parce que j'étais là, chez elle, quand l'appel est arrivé. Maman a mis le haut-parleur. « Comment as-tu pu nous faire ça ?» criait Ursula. « Après tout ce qu'on a fait pour toi, tout ce que vous avez fait pour moi ?» a répété maman calmement. « Rappelle-moi, Ursula. Qu'avez-vous fait exactement ?» Silence. Vous avez essayé de me voler ma liberté, ma dignité, mon droit de décider de ma propre vie. Et maintenant vous pleurez parce que je décide effectivement. Mais l'argent, la maison, c'est notre héritage. C'était votre héritage, a corrigé maman. C'était. Maintenant, cet argent ira à des gens qui en ont vraiment besoin. À des personnes âgées, abandonnées par leur famille, comme j'aurais pu l'être. Papa aurait eu honte de toi. Maman a souri tristement. Non, Ursula, c'est de vous qu'il aurait eu honte. Elle a raccroché. Les mois suivants ont été difficiles pour Manuel et Ursula. Juliette me tenait informée. Manuel a eu des problèmes financiers. Son cabinet d'avocat traversait une mauvaise passe. Ces 100 000 € qu'il avait demandés à maman n'étaient pas un caprice. C'était une nécessité. Sans cet argent, sans l'héritage espéré, il a dû vendre son appartement. Réduire son train de vie. Ursula aussi. Son mari l'a quittée. Les apparences qu'elle entretenait si soigneusement se sont effondrées. Elle a déménagé dans un appartement plus petit, loin du 16e, loin de ses amis. Ils sont devenus ce qu'ils avaient toujours craint d'être, ordinaires. Un jour d'octobre, 9 mois après la confrontation chez le notaire, j'ai croisé Ursula par hasard dans un café près de la gare Montparnasse. Elle était seule, vieillie. Ses vêtements n'étaient plus de grande marque. Son visage portait les traces de nuit sans sommeil. Nos regards se sont croisés. Elle a baissé les yeux. J'aurais pu passer mon chemin, mais quelque chose m'a retenue. Je me suis assise en face d'elle. Ursula. Elle a levé les yeux. Ils étaient rouges. Théo. Nous sommes restés silencieuses un moment. Puis elle a dit, d'une voix cassée, « J'ai tout perdu. Mon mari, ma maison, ma dignité, mes amis m'évitent. Manuel ne me parle plus. » Et maman, elle s'est arrêtée.
Maman ne veut plus me voir. Tu l'as blessée, Ursula, profondément. Je sais. Elle a essuyé ses yeux. Ce qui est terrible, tu vois, ce n'est même pas l'argent. C'est de réaliser qu'on avait son amour. Gratuitement. Sans condition. Et qu'on l'a échangé contre quelque chose qui n'existe même plus. Elle a souri amèrement. Nous sommes libres, comme maman l'a dit. Libres de tout. Libres de l'amour qu'elle nous donnait. Je suis rentrée chez maman ce soir-là. Je lui ai raconté ma rencontre avec Ursula. Elle m'a écoutée sans m'interrompre. Puis elle a dit « La vie leur apprend ce que je n'ai pas su leur enseigner. Que l'argent s'en va, que les apparences se fissurent, mais que l'amour, quand on le perd, ne revient jamais de la même façon. » Elle a regardé la petite boîte en bois laquée sur sa commode. Ils ont eu leur justice, Théo. Pas celle des tribunaux, celle de la vie. En novembre 2024, exactement 1 an après cette soirée dans le jardin, maman m'a fait une proposition. « Théo, partons, toi et moi, voyageons, pendant qu'il est encore temps. » Nous sommes partis en décembre, l'Italie d'abord, Rome, Florence, Venise, puis la France, les châteaux de la Loire, la Provence. Maman avait 82 ans. Elle marchait lentement, mais elle marchait. Elle regardait tout avec cette intensité de ceux qui savent que chaque instant compte. « Tu vois, Théo, m'a-t-elle dit un soir à Venise, devant le Grand Canal. J'ai passé ma vie à économiser, à préserver, pour eux. Et finalement, c'est pour moi que je vis. Pour nous. » Pendant ce temps, Manuel et Ursula continuaient leur descente. Juliette me donnait des nouvelles parfois. Manuel avait dû fermer son cabinet. Il travaillait maintenant comme consultant, acceptant des missions qu'il aurait refusées avant. Son orgueil avait fondu avec son compte en banque. Ursula vivait seule dans un 2 pièces à Montreuil. Ses enfants ne lui parlaient plus. Ils avaient appris ce qu'elle avait tenté de faire à leur grand-mère. Ils avaient honte. Un après-midi de ce mois-ci, j'ai reçu un message de Manuel. « Théo, je sais que tu ne veux probablement pas me parler, mais j'aimerais voir maman, juste une fois, s'il te plaît. » J'ai montré le message à maman. Elle a regardé son téléphone longuement, puis elle a secoué la tête. Pas encore, peut-être jamais. Je ne sais pas. Tu ne veux vraiment pas leur pardonner? Je leur ai déjà pardonné, Théo, dans mon cœur. Mais pardonner ne signifie pas oublier, ni leur ouvrir ma porte. Ils ont choisi la liberté de l'argent. Ils l'ont. Elle a souri tristement. Maintenant, ils apprennent que la liberté sans amour est une prison. Il y a 3 jours, Ursula et Manuel se sont croisés par hasard dans ce même café près de Montparnasse. Je le sais parce qu'Ursula m'a écrit. Un long message, désespéré. Nous étions assis face à face, 2 étrangers. Nous avons parlé de maman, de toi, de ce que nous avions perdu. Manuel a pleuré, moi aussi. Nous avions tout, Théo. Et nous avons tout détruit pour de l'argent que nous n'avons jamais eu. Elle a terminé son message ainsi. Dis à maman que nous sommes désolés, que nous comprenons, que nous ne demandons plus rien, juste qu'elle sache que nous avons compris trop tard. Hier soir, j'ai lu ce message à maman. Elle a fermé les yeux. Une larme a coulé sur sa joue. Ils ont appris, a-t-elle murmuré. C'est déjà quelque chose. Tu vas les revoir? Je ne sais pas. Le pardon ne guérit pas tout instantanément. Peut-être un jour, quand je serai prête, ou peut-être jamais. Elle a ouvert les yeux et m'a regardé. Mais toi, Théo, toi tu es là. Et c'est tout ce dont j'ai besoin. Ce matin, en rangeant des photos, maman a retrouvé un vieux cliché. Nous 4, Manuel, Ursula, elle et moi. Pris il y a 20 ans, dans le jardin de Neuilly. Nous sourions tous. Regarde comme nous étions heureux, a-t-elle dit, avant que l'argent ne nous sépare. Elle a remis la photo dans la boîte. Le plus triste, ce n'est pas qu'ils aient voulu mon argent. C'est qu'ils ne se soient pas rendus compte qu'ils avaient déjà quelque chose de bien plus précieux. Ce soir, je suis assise dans le jardin de maman. Le même jardin où, il y a exactement 1 an, j'ai entendu cette phrase qui a tout changé. Maman a la démence. Nous allons demander l'interdiction et tout partager. Les rosiers sont en dormance. L'hiver est là. Mais au printemps, ils refleuriront. Comme toujours. Maman est à l'intérieur, en train de préparer le thé. Elle a 82 ans. Elle est toujours lucide, toujours digne, toujours libre. Manuel et Ursula vivent leur vie. Loin d'ici, loin de nous. Ils ont leur liberté. Celle qu'ils ont choisie, celle qui les a laissés seuls. Parfois, je me demande si maman les reverra un jour,
si elle ouvrira à nouveau sa porte, si le pardon qu'elle leur a accordé dans son cœur se transformera en retrouvailles. Je ne sais pas. Peut-être que certaines blessures ne guérissent jamais complètement. Peut-être que c'est acceptable aussi. Ce que je sais, c'est que maman a fait quelque chose de rare. Elle a transformé la trahison en leçon, la douleur en sagesse, la cupidité des autres en générosité pour ceux qui en ont besoin. Son argent aidera des personnes âgées abandonnées. Des gens comme elle auraient pu le devenir si je n'avais pas été là, dans ce jardin, ce soir-là. Manuel et Ursula ont perdu l'héritage. Mais ils ont perdu bien plus. Ils ont perdu la chance d'être aimés jusqu'au bout par celle qui les avait portés. Maman sort avec le plateau. 2 tasses. La théière fumante, quelques biscuits. Elle s'assoit près de moi. Elle me sourit. « À quoi penses-tu, Mathéo ? À tout ce qui s'est passé. Des regrets ? Non. Et toi ? » Elle réfléchit un instant. « De la tristesse, oui. Des regrets, non. J'ai fait ce que je devais faire. J'ai protégé ma dignité. J'ai choisi la justice plutôt que la facilité. » Elle verse le thé. « Et j'ai appris que l'amour véritable ne se négocie pas. Il se donne ou il n'existe pas. » Nous buvons notre thé en silence. Le froid de décembre mord nos joues. Mais nous restons là, ensemble, comme nous l'avons toujours fait. Tu sais ce qui me rend heureuse, Théo ? Quoi, maman ? C'est que toi, tu n'as jamais eu besoin de mon argent pour rester. Tu es resté parce que tu m'aimes. Et ça, aucun testament ne peut le donner. Elle pose sa main sur la mienne. C'est ça, le vrai héritage. Si mon histoire aide ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à protéger sa dignité, à comprendre que l'amour ne se marchande pas, alors tout cela aura eu un sens. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.